Le 6 octobre 1973, l'État d'Israël fait face à une attaque coordonnée sans précédent. L'Égypte et la Syrie lancent une offensive surprise pendant Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif. Mais ce qui terrorise vraiment les pilotes israéliens, ce n'est pas le nombre de chars ou de soldats ennemis, c'est une arme invisible qui règne dans le ciel, le système de missiles anti-aériens SA-6 soviétique. En quelques jours, des dizaines d'avions israéliens tombent, frappés par cette technologie redoutable que l'Occident ne comprend pas encore. Pourtant, au milieu du chaos de la guerre, Israël prépare l'une des opérations de renseignement les plus audacieuses de la guerre froide. Une mission qui va humilier le KGB, changer l'équilibre technologique mondial et prouver que même dans les moments les plus sombres, l'ingéniosité peut triompher de la force brute. Découvrez comment une nuit d'octobre a transformé le cours de l'histoire militaire moderne. Le matin du 6 octobre 1973, les pilotes de l'armée de l'air israélienne décollent avec la confiance que leur ont donné les victoires écrasantes de 1967. La guerre des 6 jours avait établi la suprématie aérienne israélienne comme une vérité incontestable au Moyen-Orient. Mais en quelques heures, cette certitude va se transformer en cauchemar. Les escadrons de F-4 Phantom et de A-4 Skyhawk qui survolent le front égyptien rencontrent quelque chose de totalement inattendu. Des traînées blanches jaillissent du désert du Sinaï, suivies d'explosions dévastatrices dans le ciel. Le SA-6 Gainful, nom de code OTAN pour le système 2K12 Cube soviétique, fait ses preuves de manière brutale. Ce système représente une révolution dans la défense antiaérienne. Contrairement aux missiles SA-2 et SA-3 utilisés pendant la guerre du Vietnam, le SA-6 combine mobilité, guidage radar semi-actif et capacité de tir à basse altitude. Chaque batterie comprend un véhicule de guidage radar 1S-91 Straight Flush, 3 lanceurs triple rail montés sur châssis chenillé et des missiles 3M9 capables d'atteindre des cibles à 24 km de distance et jusqu'à 14 000 mètres d'altitude. Les Soviétiques ont livré ces systèmes à l'Égypte et à la Syrie dans le plus grand secret entre 1971 et 1973. Les premiers rapports de combat sont alarmants. Le 7 octobre, 8 avions d'Israéliens sont abattus en une seule journée. Le 8 octobre, 10 autres tombent. Les pilotes décrivent des missiles qui semblent les suivre malgré toutes leurs manœuvres évasives. Les contre-mesures électroniques israéliennes, efficaces contre les anciens systèmes soviétiques, ne fonctionnent pas. Le radar du SA-6 opère sur des fréquences inattendues et change rapidement de mode de guidage. Le général Benjamin Peled, commandant de l'armée de l'air israélienne, comprend qu'Israël fait face à une menace existentielle. Sans supériorité aérienne, les forces terrestres ne peuvent pas avancer et la guerre risque d'être perdue. Dans les salles d'opération souterraines de Tel Aviv, les analystes militaires étudient frénétiquement chaque fragment d'information sur le SA-6. Les débriefings des pilotes survivants, les photographies aériennes des positions de batterie, les interceptions des communications égyptiennes. Mais les données sont insuffisantes. Pour vraiment comprendre cette arme et développer des contre-mesures efficaces, Israël a besoin de bien plus qu'une analyse à distance. L'état-major commence à envisager l'impensable, capturer un système complet, intact, en pleine zone de combat. Une mission que beaucoup considèrent comme suicidaire, mais qui pourrait sauver des centaines de vies et changer le cours de l'histoire militaire moderne. Écrivez Gainful dans les commentaires si vous saviez que le SA-6 portait ce nom de code de l'OTAN. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'énigme militaire pour découvrir comment Israël va réaliser l'impossible. À Moscou, au Kremlin, la guerre du Yom Kippour est suivie d'une attention extrême. Pour l'Union soviétique, ce conflit n'est pas seulement une question géopolitique au Moyen-Orient, c'est un test grandeur nature de ses technologies militaires les plus récentes face à l'équipement occidental. Le secrétaire général Léonid Brejnev a personnellement approuvé la livraison des systèmes SA-6 à l'Égypte et à la Syrie, considérant ces armes comme une vitrine technologique capable de prouver la supériorité soviétique. Les premiers rapports de combat sont enthousiastes. Les batteries de SA-6 déciment l'aviation israélienne avec une efficacité jamais vue. Mais au 4e jour de guerre, l'euphorie au Kremlin commence à se teinter d'inquiétude. Le KGB, à travers ses agents au Caire et à Damas, transmet des rapports alarmants. Les forces israéliennes, après avoir encaissé les premiers coups, commencent à s'adapter. Les avions volent désormais à très basse altitude, sous le seuil de détection optimale du SA-6. Les attaques sont coordonnées avec des leurres électroniques et des missiles anti-radiation AGM-45 Shrike fournis par les États-Unis.
Plus préoccupante encore, les services de renseignement soviétiques détectent un intérêt inhabituel de la part des Israéliens sur les positions exactes des batteries de SA-6. Le 10 octobre 1973, une directive classée tout à fait secret est envoyée depuis Moscou aux conseillers militaires soviétiques déployés en Égypte et en Syrie. Le message est clair et sans ambiguïté. La protection des systèmes SA-6 devient la priorité absolue. En cas de risque de capture, les batteries doivent être détruites plutôt que de tomber entre les mains ennemies. Le colonel général Vassili Rechetnikov, représentant du haut commandement soviétique au Caire, reçoit l'ordre de renforcer la sécurité autour de chaque batterie. Des gardes supplémentaires sont déployés, les positions sont déplacées plus fréquemment et les conseillers soviétiques eux-mêmes assurent des tours de surveillance. Le Kremlin sait ce qui est en jeu. Si un SA-6 complet tombait aux mains des Israéliens et par extension des Américains, toute l'architecture de défense aérienne du pacte de Varsovie pourrait être compromise. Les ingénieurs occidentaux pourraient analyser les fréquences radar, les algorithmes de guidage, les contre-mesures électroniques intégrées. En quelques mois, des solutions pourraient être développées, rendant obsolètes des milliards de roubles d'investissement et d'années de recherche. Pour le KGB, dirigé par Yuri Andropov, cette perspective est inacceptable. Des centaines d'agents sont mobilisés pour surveiller les mouvements israéliens et détecter toute tentative de raid sur les positions de missiles. Mais malgré toute la vigilance soviétique, Moscou sous-estime la détermination israélienne. Pendant que le KGB renforce la sécurité dans les zones arrières égyptiennes et syriennes, une opportunité unique est en train de se créer sur le front ouest. Une opportunité que le général Ariel Sharon, connu pour son audace et son mépris des conventions, est parfaitement positionné pour saisir. La course entre l'intelligence soviétique et l'ingéniosité israélienne entre dans sa phase la plus critique. Le 15 octobre 1973, après 9 jours de combats acharnés, la situation militaire commence à basculer en faveur d'Israël. Sur le front égyptien, les forces de Tsahal ont stoppé l'avance ennemie dans le Sinaï et préparent une contre-offensive audacieuse. Le général de division Ariel Sharon, commandant de la division blindée Sud, propose un plan que beaucoup considèrent comme de la folie pure: franchir le canal de Suez en plein territoire ennemi et établir une tête de pont sur la rive occidentale. L'objectif n'est pas seulement tactique. Sharon veut encercler la 3e armée égyptienne et menacer directement le Caire. Vous découvrez des histoires militaires fascinantes et méconnues, alors vous allez adorer ce qui vient ensuite. Abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche pour ne rien manquer de nos documentaires exclusifs sur les opérations secrètes qui ont changé l'histoire. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, l'opération Abirei Lev commence. Des pontons préfabriqués sont transportés à travers le désert jusqu'au canal. Sous un bombardement d'artillerie massif destiné à couvrir l'opération, les premiers chars M60 Patton et les half-track blindés traversent les eaux du canal. Les Égyptiens, pris par surprise, réagissent avec violence. Les combats sont féroces, mais Sharon pousse ses troupes en avant avec une détermination implacable. En 48 heures, une force de plusieurs milliers de soldats israéliens et des centaines de blindés établissent une présence solide sur la rive ouest. C'est pendant cette avancée chaotique que les officiers de renseignement de la division de Sharon font une découverte extraordinaire. Une batterie complète de SA-6, apparemment abandonnée dans la précipitation de la retraite égyptienne, se trouve à environ 15 km au sud de la zone de franchissement. Les photographies aériennes de reconnaissance, prises par un RF-4E Phantom le 17 octobre au matin, révèlent 3 lanceurs triple rail, un véhicule radar 1S-91 straight flush et plusieurs missiles encore sur leur support de transport. La batterie semble intacte, mais elle est située dans une zone contestée, entre les lignes israéliennes avancées et les positions de repli égyptiennes. Le lieutenant-colonel Yitzhak Mordechai, responsable du renseignement de la division, comprend immédiatement l'importance de cette découverte. Il contacte directement le quartier général de l'Aman, le service de renseignement militaire israélien, à Tel Aviv. La réponse est instantanée. Capturer cette batterie est devenu une priorité nationale. Mais l'opération doit être exécutée rapidement, avant que les Égyptiens ne réalisent l'erreur et n'envoient des forces pour détruire l'équipement, ou que les conseillers soviétiques n'interviennent. Sharon reçoit l'ordre direct du ministre de la Défense, Moshe Dayan, récupérer ce SA-6, quoi qu'il en coûte. Le général convoque ses commandants d'unité. L'opération sera menée pendant la nuit du 18 octobre. Une force combinée de parachutistes de la brigade Sayeret, d'ingénieurs de combat et de chars M60 créera un corridor sécurisé jusqu'à la position du SA-6.
Des hélicoptères CH-53 Yassour transporteront des grues mobiles et des plateformes de transport. L'objectif, extraire le radar et au moins un lanceur complet en moins de 3 heures. C'est une course contre la montre car des Égyptiens et les Soviétiques surveillent constamment cette zone. La moindre erreur pourrait transformer cette mission de renseignement en désastre militaire. À 23h30, heure locale, le 18 octobre 1973, les premières unités israéliennes franchissent la ligne de contact et avancent vers la position du SA-6. Le silence radio est absolu, les chars M60 progressent tout feux éteints, guidés uniquement par les systèmes de vision nocturne et les coordonnées GPS rudimentaires de l'époque. Les parachutistes de la brigade Sayeret, vêtus de tenues de combat sombres et armés de fusils d'assaut Galil et de lance-grenades, forment le périmètre de sécurité. L'air du désert est glacial et une tension palpable règne dans chaque véhicule. À minuit 15, le 19 octobre 1973, la force israélienne atteint la position. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs espérances. Non seulement la batterie est intacte, mais les véhicules semblent avoir été abandonnés précipitamment, probablement lors d'un bombardement d'artillerie qui a sémé la panique parmi les servants égyptiens. Le véhicule radar 1S-91 est stationné à côté d'un bunker de commandement temporaire, entouré de câbles de connexion et d'équipements auxiliaires. Les 3 lanceurs triple rail, montés sur châssis ZIL 157, sont alignés à une centaine de mètres, avec au total 6 missiles 3M9 encore en position de tir. Des documents en arabe et en russe jonchent le sol autour des véhicules. Le capitaine Ehud Barak, futur Premier ministre d'Israël, mais alors jeune officier des forces spéciales, coordonne personnellement la sécurisation du site. Les sapeurs de combat vérifient chaque véhicule pour détecter d'éventuels pièges explosifs. Rien. Les Égyptiens sont partis si vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de saboter l'équipement. C'est une chance incroyable, mais aussi un danger. Si l'ennemi réalise ce qui se passe, une contre-attaque massive est inévitable. Les hélicoptères CH-53 Yassour arrivent à 0h45, transportant les grues mobiles et les ingénieurs spécialisés. L'extraction commence immédiatement. Le véhicule radar 1S-91, pesant plus de 14 tonnes, est le plus précieux. Les ingénieurs déconnectent soigneusement les câbles d'alimentation, les antennes paraboliques et les systèmes de refroidissement. Chaque composant est photographié et étiqueté. À 1h30, la première grue levelle le radar et le dépose délicatement sur une plateforme de transport blindée spécialement modifiée. Les lanceurs triple rail suivent. Les missiles eux-mêmes, longs de 5,8 mètres et contenant encore leurs charges explosives et leur système de guidance, sont manipulés avec extrême précaution. Un seul faux mouvement pourrait déclencher une explosion qui détruirait tout. À 2h22, les premiers tirs de mortier égyptiens commencent à tomber autour du périmètre. L'ennemi a repéré l'activité. Les chars M60 ripostent avec leurs canons de 105 mm, créant un écran de fumée et de feu pour couvrir l'extraction finale. À 23h50, le dernier hélicoptère décolle avec les documents et les composants électroniques les plus sensibles. Les véhicules transportant le SA-6 rejoignent le corridor sécurisé et se dirigent vers l'est escortés par une formation de blindés. À 4h30, l'ensemble du convoi franchit les lignes israéliennes. L'opération est un succès total. Aucune perte humaine et un trésor technologique d'une valeur inestimable est maintenant entre les mains d'Israël. Le 20 octobre 1973, moins de 48 heures après la capture, le système SA-6 est transporté par avion cargo vers une base aérienne ultra sécurisée près de Tel Aviv. Des ingénieurs de IAI, Israel Aerospace Industries, et des experts en guerre électronique de l'unité 8200 commencent immédiatement l'analyse. Chaque circuit électronique du radar 1S91 est démonté, photographié et testé. Les fréquences d'émission, les modes de balayage, les algorithmes de poursuite de cible, tout est décortiqué avec une précision chirurgicale. En parallèle, les missiles 3M9 sont examinés pour comprendre leur système de guidage semi-actif et leur capacité de manœuvre. Les découvertes sont révolutionnaires. Le radar du SA-6 utilise une technique de frequency hopping qui change rapidement de fréquence d'émission pour éviter le brouillage. Les Israéliens identifient également des vulnérabilités spécifiques, des angles morts dans la couverture radar à très basse altitude et des signatures électroniques caractéristiques pendant la phase de verrouillage sur cible. En moins de 2 semaines, des contre-mesures préliminaires sont développées. Des pods de guerre électronique modifiés sont installés sur les F-4 Phantom, programmés pour détecter et brouiller les fréquences du SA-6. Les résultats sont immédiats.
Les pertes aériennes israéliennes chutent drastiquement dans les derniers jours de la guerre. Mais l'impact le plus significatif de cette capture dépasse largement le conflit du Yom Kippour. Le 25 octobre, le Premier ministre Golda Meir autorise le partage complet des données techniques avec les États-Unis. Un Boeing C-5 Galaxy de l'USAF atterrit en Israël et repart avec le véhicule radar 1S-91 complet, 2 lanceurs et 4 missiles. Destination, la base aérienne de Wright-Patterson en l'Ohio, siège de l'Air Force Research Laboratory. Les ingénieurs américains, travaillant en collaboration avec leurs homologues israéliens, passent des mois à étudier chaque aspect du système soviétique. Les conséquences pour l'Union soviétique sont catastrophiques. En mars 1974, les premiers rapports du KGB confirment que les Américains ont développé des contre-mesures efficaces contre le SA-6. Le système, qui représentait l'épine dorsale de la défense antiaérienne du pacte de Varsovie, est maintenant compromis. Des milliards de roubles devront être investis dans des systèmes de nouvelle génération. Au Kremlin, la colère est immense. Le directeur du KGB, Yuri Andropov, lance une enquête interne pour identifier les responsables de cet échec. Les services de renseignement occidentaux parlent d'une humiliation historique pour le KGB. L'opération de capture du SA-6 devient rapidement une légende dans les cercles du renseignement militaire mondial. Elle est enseignée dans les académies militaires comme un exemple parfait de la manière dont l'audace opérationnelle, combinée à l'opportunisme tactique, peut produire des résultats stratégiques disproportionnés. Pour Israël, cette mission représente bien plus qu'un simple coup d'intelligence. Elle démontre que même une petite nation, confrontée à des adversaires soutenus par une superpuissance, peut utiliser l'innovation et la détermination pour renverser les équilibres de pouvoir. Les technologies développées grâce à l'analyse du SA-6 influencent encore aujourd'hui les systèmes de guerre électronique modernes, prouvant que les décisions prises pendant une nuit d'octobre 1973 ont façonné l'avenir de la guerre aérienne pour les décennies à venir. Qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous cette opération extraordinaire? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à l'Énigme militaire pour plus de documentaires fascinants sur les secrets militaires de l'histoire et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines révélations.